Voici ma vraie histoire. Pendant 15 ans, ma femme m'a préparé chaque matin un smoothie spécial qu'elle disait bon pour ma santé. Elle insistait pour que je le boive entièrement sous son regard. Je trouvais ça touchant. Mais mardi dernier, j'ai échangé nos verres. Quand elle est revenue et a vu ce que j'avais fait, son visage est devenu livide. Ce qui s'est passé ensuite a révélé une vérité terrifiante. Pendant 15 ans de mariage, ma femme a insisté pour préparer mon petit déjeuner chaque matin, sans exception. Un plateau m'attendait avec du jus d'orange, des œufs, des tartines, et toujours son smoothie santé spécial. Elle disait qu'il boosterait mon énergie avec ses fruits, vitamines et compléments. Je la croyais. C'était ma femme. Elle s'asseyait en face de moi et me regardait manger. Mais c'était le smoothie qui captait toute son attention. Elle me fixait avec une intensité particulière quand je buvais. Elle ne quittait jamais la cuisine avant que j'aie fini le verre entier, servi dans un grand verre au liseré bleu. Toujours le même. Elle n'en buvait jamais elle-même. Ce rituel a duré 15 ans. C'était devenu sa façon de montrer son amour. Du moins, c'est ce que j'ai cru. Je travaillais de longues heures dans la finance comme gestionnaire de portefeuille. Ce rituel matinal me faisait me sentir aimé. Mes collègues disaient que j'avais de la chance. Avec le recul, je réalise comment elle avait soigneusement construit ce rituel pour que je ne le remette jamais en question. Comment elle avait transformé quelque chose de sinistre en quelque chose d'apparemment tendre. Ces 6 derniers mois, je me sentais de plus en plus malade, épuisé en permanence, problèmes d'estomac, vertiges effrayants. J'ai consulté plusieurs médecins, prise de sang, scanner, examen. Personne ne trouvait ce qui n'allait pas. Les médecins évoquaient le stress, l'anxiété, un syndrome de fatigue chronique. Je devenais de plus en plus malade et personne ne savait pourquoi. Pendant cette période, ma femme était devenue distante, moins affectueuse, préoccupée, absente. La connexion émotionnelle s'effaçait. Je ne réalisais pas qu'elle planifiait de me tuer. Elle est devenue secrète avec son téléphone. Appels dans d'autres pièces, SMS tard le soir avec un petit sourire. Quand je demandais, elle donnait des réponses vagues. Je ne poussais pas parce que je lui faisais confiance. J'ai remarqué des débits pour des hôtels parisiens où je n'étais jamais allé, débités pendant que j'étais au travail. Elle disait que c'était des erreurs ou des réservations pour des proches. Je voulais la croire. Tous les éléments étaient là. Ma maladie mystérieuse, la distance de ma femme, les appels secrets, les débits d'hôtel. Mais j'étais trop confiant pour assembler les pièces. Mardi dernier a commencé comme tous les matins. Le plateau était sur la table avec le jus d'orange, les œufs, les tartines, et le smoothie dans le verre au liseré bleu. Elle m'attendait avec un sourire. Mais quelque chose semblait différent. Il y avait dans ses yeux une anticipation mêlée de quelque chose de plus sombre. Le regard de quelqu'un qui attend qu'un événement important se produise. Je me suis assis. Le smoothie avait sa couleur habituelle, violet foncé. Mais je ressentais une suspicion grandissante. J'ai commencé à manger les œufs lentement. Ma femme continuait de me regarder, ses yeux revenant sans cesse vers le verre de smoothie. Elle semblait impatiente. Le silence pesait lourd. Puis son téléphone a sonné. Elle a eu l'air agacée, a jeté un coup d'œil au smoothie puis à moi, avant de sortir. Je l'ai entendu parler doucement dans la pièce voisine. Seul dans la cuisine, j'ai pris une décision éclair. Je me suis levé, j'ai pris son verre d'eau sur le comptoir et j'ai échangé nos positions. Le smoothie était maintenant là où elle s'était assise. Mon cœur battait la chamade. Ma femme est revenue et s'est assise. Elle a jeté un coup d'œil à la table et s'est figée. Ses yeux se sont fixés sur le verre de smoothie devant elle. Son visage a changé instantanément. La couleur a quitté sa peau. Elle fixait le verre comme si c'était une bombe. Ses mains ont commencé à trembler. J'ai su avec une certitude absolue que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai forcé un sourire. Bois le tien en premier aujourd'hui, chérie. Je veux voir si tu l'as vraiment fait aussi sain que tu le prétends. Son visage est devenu complètement blanc. Elle ne l'a pas pris. Elle fixait juste le verre avec une expression de terreur pure. Elle a bégayé. Non, c'est le tien. Sa voix tremblait. Elle essayait de me convaincre de le boire au lieu d'elle. Mais il y avait de la panique qu'elle ne pouvait déguiser. J'ai dit calmement que si le smoothie était sain, il n'y avait aucun problème à ce qu'elle le boive.
Elle a refusé immédiatement. Elle parlait comme quelqu'un de désespéré d'éviter de boire quelque chose de dangereux. Je me suis levé. Je ne boirais rien tant qu'elle n'aurait pas bu en premier. Si elle refusait, j'appelais la police. Elle a repoussé le verre violemment en criant ⁇ Je ne peux pas !⁇ Un silence lourd est tombé. Ma femme venait d'avouer m'empoisonner sans prononcer les mots. Je fixais ma femme qui pleurait et tremblait. Elle avait repoussé le verre en hurlant qu'elle ne pouvait pas le boire. Je lui ai demandé ce qu'il y avait dans le smoothie. Elle n'a pas répondu, sanglotant juste. J'ai pris mon téléphone et composé les urgences. J'ai dit que ma femme m'avait empoisonné. Je n'ai pas touché au verre. C'était une preuve. La police est arrivée en 10 minutes. Je leur ai montré le verre et expliqué le rituel de 15 ans, ma maladie mystérieuse, l'échange des verres. L'un d'eux a appelé une équipe forensique. Ils ont photographié la cuisine, collecté le verre de smoothie et celui d'eau pour comparaison. L'équipe a fait un test préliminaire. Le test a changé de couleur en quelques secondes. Un agent a dit que le smoothie contenait de l'éthylène glycol, l'ingrédient principal de l'antigel, et des traces de pilules broyées. J'ai senti mes jambes faiblir. Ma femme avait mis de l'antigel dans mon smoothie. Ça expliquait tout. La fatigue, les problèmes d'estomac, les vertiges. Mes organes défaillaient lentement. Les médecins cherchaient des causes naturelles, pas du poison. La police a arrêté ma femme. Ils lui ont lu ses droits et passé les menottes. Elle pleurait en répétant qu'elle était désolée. Quand un agent a demandé si elle avouait m'avoir empoisonné, elle a hoché la tête. L'équipe forensique a fouillé notre cuisine pendant des heures. Ils ont pris des échantillons du blender, photographié tout, collecté les bouteilles de compléments et vitamines. L'enquêteur m'a posé des questions détaillées. Mes symptômes avaient recommencé il y a 6 mois. Il a demandé si ça coïncidait avec le début des smoothies. J'ai réalisé que le rituel avait en fait commencé il y a 15 mois, pas 15 ans. Le timing correspondait. Il a demandé mes dossiers médicaux pour prouver que l'empoisonnement était délibéré. Ils ont aussi saisi le téléphone de ma femme. Il a dit que les gens qui planifient des crimes laissent souvent des traces numériques. Je n'avais pas pensé à son motif. L'enquêteur a dit que les tentatives de meurtre impliquaient généralement un gain financier ou une liaison. Il a demandé si j'avais une assurance vie. J'étais riche de ma carrière dans la finance. J'avais une police d'assurance vie valant plusieurs millions. Ma femme était la seule bénéficiaire. L'enquêteur a hoché la tête. C'était exactement ce qu'il s'attendait à trouver. Je lui ai parlé de la distance dans notre relation et des débits d'hôtel sur notre carte de crédit. Il a dit que ça suggérait une liaison. Si elle voulait être avec quelqu'un d'autre, ça expliquerait pourquoi elle me voulait mort plutôt que divorcée. Un divorce signifierait partager les actifs. Ma mort signifierait qu'elle hériterait de tout sans conséquences financières. L'enquêteur m'a appelé 2 jours plus tard avec des informations du téléphone de ma femme qui expliquaient tout. Il a dit qu'ils avaient examiné tous ses messages, emails et historiques de recherche. Ce qu'ils avaient trouvé montrait une préméditation claire et un motif de tentative de meurtre. Il m'a demandé de venir au commissariat pour examiner les preuves. J'ai accepté immédiatement. Je devais comprendre pourquoi ma femme avait essayé de me tuer. Au commissariat, l'enquêteur m'a montré des copies imprimées de messages du téléphone de ma femme. Les messages étaient entre elle et un homme nommé Thomas. Je ne reconnaissais pas le nom. L'enquêteur a dit que Thomas était un collègue de ma femme de son bureau. Les messages remontaient à 18 mois, montrant une liaison de longue durée qui s'était déroulée pendant qu'elle vivait avec moi, et prétendaient que notre mariage allait bien. Les messages étaient intimes et sexuels, mais ils ne parlaient pas que d'une liaison. Ils parlaient de planifier un futur ensemble. Ma femme et Thomas avaient discuté en détail de ce qu'ils feraient une fois que je serais mort. Ils parlaient de vendre ma maison et d'en acheter une nouvelle ensemble, de voyager dans le monde avec mon argent, de retraite anticipée et de vie de luxe financée par ma succession. Ils avaient planifié tout leur futur sur ma tombe. L'enquêteur m'a montré des messages où ma femme discutait de son plan pour faire passer ma mort pour naturelle. Elle écrivait que les médecins ne pouvaient pas comprendre ce qui n'allait pas chez moi et que ça signifiait que le poison fonctionnait. Elle écrivait qu'une fois mort, ça ressemblerait à un mystère médical ou à des causes naturelles. Elle écrivait que personne ne suspecterait d'un meurtre si je devenais juste de plus en plus malade jusqu'à ce que mes organes lâchent. Elle pensait avoir créé le crime parfait.
Il y avait des messages où Thomas célébrait à quel point j'étais stupide. Il écrivait que j'étais un idiot de ne jamais suspecter les smoothies du matin. Il écrivait que je méritais ce qui m'arrivait parce que j'étais trop confiant et naïf. Ma femme était d'accord et écrivait que j'étais facile à manipuler, qu'elle buvait du poison chaque matin avec un sourire parce que j'étais trop bête pour la questionner. Il riait de ma stupidité en planifiant de m'assassiner et prendre mon argent. L'enquêteur m'a montré des recherches sur le téléphone de ma femme sur les poisons. Elle avait fait des recherches extensives sur l'antigel. Combien il en fallait pour tuer quelqu'un? Les symptômes d'empoisonnement à l'antigel. D'autres substances qui pouvaient être mélangées avec l'antigel pour le rendre plus efficace. Elle avait rejoint des forums en ligne sous de faux noms demandant des informations sur les poisons indétectables. Elle avait passé des mois à rechercher comment me tuer sans se faire prendre. Ma police d'assurance vie valait 25 millions d'euros. Ma femme était la seule bénéficiaire. Si je mourais, elle recevrait ce montant complet, exonéré d'impôts. Elle hériterait aussi de mon portefeuille d'investissement, mes comptes de retraite, ma part de notre maison. La succession totale qu'elle hériterait valait plus de 25 millions d'euros. C'était le motif. Elle voulait mon argent. Elle voulait être avec Thomas. Et elle avait décidé que le meurtre était le moyen le plus facile d'obtenir les deux. L'enquêteur a dit qu'ils avaient assez de preuves pour inculper ma femme de tentative de meurtre et conspiration. Ils avaient aussi assez pour inculper Thomas comme complice, puisque les messages montraient qu'il connaissait l'empoisonnement et l'encourageait. Les deux seraient arrêtés et poursuivis. L'enquête s'est étendue alors que les détectives creusaient plus profond. Ils ont obtenu mes dossiers médicaux de tous les médecins que j'avais vus ces 15 derniers mois. Les dossiers montraient que ma maladie mystérieuse avait commencé exactement quand ma femme avait démarré le rituel du smoothie spécial. Avant ça, j'étais en bonne santé sans problèmes médicaux significatifs. Les dossiers médicaux documentaient une progression claire de symptômes cohérents avec un empoisonnement à l'antigel. Les médecins avaient noté ma fatigue, mes problèmes d'estomac, mes vertiges. Ils avaient documenté une perte de poids et un déclin de la fonction rénale. Ils avaient vu des enzymes hépatiques élevées et des analyses de sang anormales. Mais ils ne savaient pas ce qui causait ces problèmes parce qu'ils ne testaient pas pour du poison. Un médecin avait même noté dans mon dossier que mes symptômes étaient inhabituels et ne correspondaient à aucun schéma de maladie connu. Il avait écrit que ça ressemblait presque à une exposition toxique, mais ne pouvait identifier de source. Si j'étais mort, les médecins auraient listé la cause de décès comme défaillance organique d'origine inconnue. Ma femme aurait réussi son meurtre. L'enquêteur m'a dit que les détectives avaient trouvé des preuves de la recherche extensive de ma femme sur comment commettre le meurtre parfait. Ils avaient récupéré son historique de recherche Internet remontant à plus d'1 an. Elle avait cherché comment empoisonner quelqu'un sans se faire prendre. Quels poisons sont indétectables? Symptômes d'empoisonnement à l'antigel. Elle avait visité des sites web et forums dédiés aux crimes réels et meurtres non résolus. Elle étudiait comment d'autres avaient commis des meurtres et apprenait de leurs erreurs. Les détectives ont découvert que ma femme avait rejoint plusieurs forums en ligne sous de faux pseudonymes. Elle s'était présentée comme quelqu'un intéressé par la toxicologie et avait posé des questions détaillées sur divers poisons. Elle avait demandé quelles substances étaient difficiles à détecter pour les médecins légistes. Combien de certains poisons seraient nécessaires pour tuer quelqu'un lentement dans le temps? Si mélanger plusieurs substances rendrait la détection plus difficile. L'enquête a révélé que ma femme avait acheté de l'antigel en petite quantité dans différents magasins sur plusieurs mois. Les détectives sont allés dans des quincailleries et magasins de pièces auto de la région avec une photo de ma femme. Plusieurs employés se souvenaient lui avoir vendu de l'antigel. Elle n'avait jamais acheté de grandes quantités au même endroit. Elle avait acheté de petites bouteilles à de nombreux endroits différents pour qu'aucun achat unique ne soulève de soupçons. Les détectives ont aussi trouvé des pilules écrasées dans notre cuisine. Elles étaient cachées au fond d'un placard derrière d'autres articles. C'étaient des médicaments sur ordonnance pour la tension artérielle et les problèmes cardiaques. Ma femme n'avait pas d'ordonnance pour ces médicaments. Quand écrasés et mélangés avec l'antigel, ces médicaments accéléreraient les dommages aux organes et feraient venir ma mort plus vite.
Elle utilisait plusieurs poisons pour s'assurer que je mourrais. L'analyse forensique du smoothie que je n'avais pas bu ce dernier matin montrait exactement ce que ma femme m'avait donné. Le labo a trouvé de l'antigel en quantité suffisante pour causer des dommages sérieux dans le temps. Des médicaments écrasés affectant les fonctions cardiaques et rénales. D'autres substances conçues pour masquer le goût du poison. Chaque ingrédient dans ce smoothie, sauf les fruits, avait été choisi spécifiquement pour me tuer lentement, tout en goûtant assez normal pour que je ne suspecte rien. Chaque petit déjeuner que j'avais mangé pendant 15 mois avait été une tentative de meurtre déguisée en dévotion. Chaque fois que ma femme souriait et me regardait boire le smoothie, elle me regardait consommer du poison. Chaque fois qu'elle m'embrassait au revoir et m'envoyait au travail, elle espérait que ce jour serait le jour où mes organes lâcheraient enfin. Les preuves montraient que ce n'était pas un crime passionnel ou une décision soudaine. C'était un meurtre calculé et prémédité planifié sur des mois avec recherche minutieuse et exécution délibérée. Ma femme a été arrêtée à notre table de cuisine le matin où j'ai échangé les verres de smoothie. Mais Thomas était toujours libre et la police voulait l'arrêter aussi puisque les messages textes montraient qu'il faisait partie de la conspiration. Les détectives sont allés à son appartement avec un mandat de perquisition 2 jours après l'arrestation de ma femme. Quand les détectives ont fouillé l'appartement de Thomas, ils ont trouvé encore plus de preuves de la conspiration. Ils ont trouvé un téléphone jetable que Thomas avait utilisé pour communiquer avec ma femme, en plus de leur téléphone régulier. Le téléphone jetable contenait des messages encore plus explicites sur le plan de meurtre. Ils discutaient de dosage spécifique de poison, de combien de temps il me faudrait pour mourir, de ce que ma femme devrait dire au médecin pour éviter les soupçons. Les détectives ont aussi trouvé des bouteilles d'antigel dans l'appartement de Thomas. Il avait apparemment aidé ma femme à obtenir le poison et le stocker pour qu'elle n'en ait pas trop dans notre maison où je pourrais le découvrir. Ils ont trouvé des documents montrant que Thomas avait recherché mes informations financières. Il avait d'une manière ou d'une autre obtenu des détails sur mes actifs et ma police d'assurance vie. Il savait exactement combien ma femme hériterait quand je mourrais. Ils ont trouvé des pages imprimées montrant des maisons que Thomas et ma femme avaient regardées en ligne. Des maisons de luxe dans des quartiers chers, loin de là où nous vivions actuellement. Ils planifiaient où ils déménageraient après ma mort avec mon argent. Ils avaient fait du shopping pour leur maison de rêve qui serait achetée avec le paiement de mon assurance vie. Ils avaient choisi des meubles et discuté de rénovation. Ils avaient planifié toute leur vie future ensemble jusqu'au moindre détail. Thomas a été emmené au commissariat et interrogé. Initialement, il a tout nié. Mais quand ils lui ont montré les messages textes et les preuves de son appartement, il a réalisé que mentir était inutile. Il a fini par admettre la liaison, mais a prétendu qu'il ne savait pas que ma femme m'empoisonnait. Il a dit qu'elle lui avait dit que j'étais malade, mais qu'il ne savait pas qu'elle causait la maladie. Mais les messages textes prouvaient qu'il mentait. Les messages montraient Thomas encourageant activement ma femme à continuer de m'empoisonner. Il lui avait donné des conseils sur combien de poison utiliser. Il lui avait dit d'être patiente et de laisser le poison agir lentement. Il avait célébré quand elle rapportait que ma santé empirait. Il lui avait dit qu'elle faisait du bon travail et que je serais bientôt mort. Il n'était pas un spectateur innocent. Il était un participant actif au plan de m'assassiner. Ma femme a été interrogée séparément et son histoire était différente. Sous pression des détectives et face à des preuves accablantes, elle a fini par tout avouer. Elle a admis être tombée amoureuse de Thomas et avoir réalisé qu'elle voulait sortir du mariage, mais ne voulait pas perdre la moitié de tout dans un divorce. Elle voulait tout l'argent pour elle et Thomas. Elle a admis que le meurtre semblait plus facile que le divorce quand ils ont commencé à planifier. Elle a dit que Thomas avait suggéré que si je mourais, elle hériterait de tout et ils pourraient être ensemble sans perte financière. Elle a dit que ça semblait la solution parfaite. Elle a dit qu'elle avait recherché des poisons et décidé de l'antigel parce que c'était facile à obtenir et difficile à détecter. Elle a dit qu'elle avait commencé à ajouter de petites quantités à mon smoothie matinal et augmenter graduellement la dose au fil des mois. Elle s'attendait à ce que je meure dans l'année, mais mes organes se révélaient plus résistants qu'elle l'anticipait. Elle a dit que, quand j'avais échangé les verres de smoothie ce dernier matin, elle avait paniqué parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas boire le poison qu'elle avait préparé pour moi.
Son refus de boire exposait tout et elle savait que c'était fini. Elle a pleuré pendant l'aveu, mais les détectives ont dit que les larmes semblaient être de l'apitoiement sur elle-même, pas du véritable remords. Elle était désolée de s'être fait prendre, pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Ma femme a été accusée de tentative de meurtre et conspiration pour commettre un meurtre. Thomas a été accusé comme complice et conspiration pour commettre un meurtre. Les deux ont été détenus sans caution parce que le juge les considérait dangereux et risque de fuite. Le procureur a dit que les preuves étaient accablantes et qu'il s'attendait à obtenir de longues peines de prison pour les deux. Le procès a eu lieu 8 mois après l'arrestation de ma femme. J'ai assisté à chaque jour du procès et regardé les preuves être présentées au jury. Le procès a duré 3 semaines. Le procureur a montré au jury tous les messages textes entre ma femme et Thomas, planifiant ma mort. L'historique de recherche Internet prouvant que ma femme avait recherché des poisons. Les dossiers médicaux documentant ma santé déclinante. Les preuves forensiques prouvant que le smoothie contenait de l'antigel. Les reçus pour les achats d'antigel dans plusieurs magasins. Les preuves étaient dévastatrices et indéniables. Le jury a délibéré moins de 4 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation pour ma femme et Thomas. Ma femme n'a montré aucune émotion quand le verdict a été lu. Thomas a mis sa tête dans ses mains et pleuré. Le juge a programmé la sentence 2 semaines plus tard. À la sentence, le juge a dit que c'était l'une des tentatives de meurtre les plus calculées et cruelles qu'il ait vues dans sa carrière. Il a dit que ma femme avait violé la confiance la plus basique entre époux en m'empoisonnant tout en prétendant se soucier de ma santé. Il a dit que Thomas avait encouragé et participé à un plan pour assassiner un homme innocent pour un gain financier. Ma femme a été condamnée à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Thomas a été condamné à 15 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Les deux sentences étaient dans le haut de l'échelle de ce qui était possible sous la loi. Le juge voulait envoyer un message que la tentative de meurtre motivée par la cupidité serait punie sévèrement. J'ai ressenti une certaine satisfaction en les regardant être emmenés menottes au poignet pour commencer leur peine de prison. Ils avaient essayé de m'assassiner, et maintenant, ils passeraient des décennies derrière les barreaux. Avec le poison arrêté, ma santé s'est complètement rétablie dans les mois suivant l'arrestation de ma femme. Chaque symptôme que j'avais vécu a disparu. La fatigue est partie et mon énergie est revenue. Les problèmes d'estomac se sont arrêtés et mon appétit est revenu. Les vertiges ont cessé et je me sentais stable à nouveau. Mes tests de fonction rénale et hépatique sont revenus à la normale. Les médecins étaient stupéfaits par mon rétablissement. Ils ont dit que ça prouvait que tous mes symptômes avaient été causés par le poison et non par une maladie sous-jacente. Une fois la source de la toxine retirée, mon corps s'est guéri. J'ai divorcé de ma femme depuis la prison. J'ai déposé les papiers immédiatement après sa condamnation. Elle a essayé de contester le divorce et a prétendu qu'elle méritait une partie de mes actifs, mais le juge a rejeté ses prétentions. Le juge a dit que quelqu'un qui tente d'assassiner son conjoint pour un gain financier n'a aucun droit de réclamer une partie de la succession de ce conjoint. Le divorce a été finalisé et ma femme n'a rien eu. Elle passerait 25 ans en prison et quand elle sortirait, elle n'aurait rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de mari, pas d'avenir avec Thomas qui serait aussi en prison pendant des années. J'ai changé tous mes bénéficiaires et réécrit mon testament. J'ai créé une fiducie qui l'excluait spécifiquement de tout héritage, même s'il m'arrivait quelque chose. Je voulais m'assurer que même si je mourais, elle ne bénéficierait jamais financièrement d'avoir été mariée avec moi. Chaque matin maintenant, je me fais mon propre petit déjeuner. Je prépare ma propre nourriture et boisson. Je ne fais confiance à personne pour faire quoi que ce soit que je consomme. Et chaque gorgée de café que je bois a le goût de la seconde chance que j'ai gagnée en échangeant 2 verres de smoothie et en faisant confiance à mes instincts plutôt qu'à 15 mois de mensonges. Je suis en vie parce que j'ai échangé ces verres. Ma femme est en prison parce qu'elle n'a pas pu boire son propre poison. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.